Hello, c'est François. Bienvenue sur le podcast Pourquoi. Pourquoi ? C'est le podcast qui cherche à comprendre pourquoi mes invités ont, font et feront leur choix. Et oui, on va rentrer dans leur tête. Bienvenue à bord. J'ai toujours été profondément libre, qualifié d'atypique en règle générale. Et si je souhaite être cohérent avec moi-même, on applique aux autres ce que l'on aimerait qu'on s'applique, en tout cas en termes de liberté. Insaniam, ce n'est pas une entreprise qui a été pensée pour réaliser un projet. Et donc, l'objectif d'Insaniam est d'aller sur cette croissance dès le début, dans tous les cas, d'aller sur cette croissance et reflète malgré tout ce que j'impulse et une partie de ma personnalité. Et j'aime faire beaucoup de choses. Donc, c'est une entreprise qui a vocation à faire beaucoup de choses à terme. Mais alors, moi, je suis un joueur. J'aime jouer. Je me lève pour m'amuser dans ce que je fais. Et uniquement pour ça. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans la tête d'Alexandre Amigot. Je vous propose de découvrir comment ce multi-entrepreneur parvient, grâce à une conviction, à imposer tout un fonctionnement d'entreprise. Je vous laisse découvrir ça dans ce podcast. Bonne écoute. C'est la même chose. Oui, ça fait deux par mois. Ok. D'accord, très bien. Ok ? Voilà, tu vois, je suis très bon en maths comme d'habitude. Bon bah top, et bah allons-y. Let's go. Et bah Alexandre, merci d'être avec moi pour ce tout nouveau podcast. Merci à toi pour cette invitation. Super. Je te propose que on rentre directement dans le sujet et que tu te présentes. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie professionnelle, voilà. Dis-moi tout. Alors, je pense que tu as 2-3 notions sur ce que je fais de ma vie professionnelle puisque nous travaillons ensemble, ouais. Effectivement. Eh bien, écoute, à ce jour, je travaille dans une société que j'ai créée en 2014 et qui s'appelle Insaniam. Nous sommes spécialisés dans le domaine du digital, essentiellement, avec trois grands axes. Le premier, celui de l'agence web. Le deuxième, on crée du contenu. Et le troisième axe, c'est celui de l'agence, du cabinet de conseil en transformation numérique. Voilà un petit peu pour résumer rapidement. Ok. Et bon, c'est vrai qu'on se connaît un peu parce que, comme je l'ai dit en préambule, tu es mon patron, disons-le clairement. Et de ce fait, il y a Insaniam, mais si j'en viens sur ta vie professionnelle, tu n'as pas commencé avec Insaniam. Alors non, je n'ai pas commencé avec Insaniam. Alors on va aller de la vie professionnelle, la première vie professionnelle. J'ai travaillé pendant mes études à McDo, ce que beaucoup d'étudiants font, rien de très innovant là-dedans. Et ensuite, pendant mes études toujours, j'ai cofondé une première société qui se nomme Toxicode et qui travaille autour de la création d'outils d'apprentissage du code informatique. Alors là, j'ai déjà perdu la moitié des personnes, je pense. Tu expliques un peu, ouais. Mais grosso modo, c'est une équipe brillante qui fabrique des logiciels ou des petits jeux pour apprendre à faire du code informatique ou du développement web de manière plutôt créative. C'est le credo de Toxicode, à travers différents petits jeux. Donc ça va être coder son propre niveau d'un jeu vidéo ou participer à des sortes d'escape game virtuels avec des casse-têtes en code. Voilà un peu la notion. Et accessible à tous. Ce sont des jeux gratuits essentiellement, ou des outils gratuits, et accessibles à tous en ligne de 7 à 77 ans. Et plus. Et plus, effectivement. Maintenant, avec l'âge de la retraite qui se repousse au fur et à mesure. Je pense que les gens pourront faire du code très tard. Ouais. Voilà. Et ça m'amène à une
première question qui est du nom de mon podcast. Pourquoi? C'est bon, McDo, je vais pas y revenir dessus parce qu'on y travaille tous, on a fait tous des travaux dans durant notre vie étudiante et tout ça. Puis Toxicode, première expérience de l'entrepreneuriat. Pourquoi tu t'es lancé un peu dans cette aventure en fait? Ouais, alors le McDo a du sens aussi, hein, si on va aller au pourquoi de tout dans la vie. Mais le McDo, effectivement, c'était une notion de financer les études, Ouais. Principalement. J'étais en fac de droit, comme tu le sais, puisque tu y étais aussi. On s'y est croisés. Et donc, c'était cette première notion. Maintenant, à McDo, j'avais aussi pour particularité d'être élu représentant du personnel, qui peut être assez cocasse quand on sait aujourd'hui que je dirige des sociétés, mais c'était une fonction assez intéressante puisque ça permet de brosser des champs du droit social assez larges et que ça permettait également de réfléchir le travail de demain. Et je me souviens que dès le début de mes questions, j'essayais de mettre en place un peu d'agilité dans les McDo. J'avais fait notamment des propositions pour permettre à chacun d'autodéterminer son planning, de libérer certaines forces. Et donc j'avais déjà ça on va dire dans mon ADN entrepreneur dès le début, puisqu'il y avait ce côté un petit peu piquant, même en tant que salarié. Je le dis parce qu'on peut être entrepreneur et salarié, on peut entreprendre des choses et être représentant du personnel, être force de proposition à un moment donné, c'est aussi une forme d'entrepreneuriat. Donc j'estime que j'entreprenais des choses sur ce job d'étudiant. Et d'où te vient cet intérêt pour la notion de liberté, de tout ce et on en viendra très certainement après, ce que tu implémentes aujourd'hui chez Insaniam, toute cette notion de liberté, d'agilité, d'où te vient cette appétence? C'est plus philosophique qu'autre chose, mais j'aime ma liberté. C'est un trait de caractère, on va dire, plus qu'autre chose. J'ai toujours été profondément libre, qualifié d'atypique en règle générale. Et si je souhaite être cohérent avec moi-même, on applique aux autres ce que l'on aimerait qu'on s'applique, en tout cas en termes de liberté. Et donc j'ai toujours trouvé que les systèmes ultra contrôlants venaient plutôt brider les êtres humains, et je pense que c'est plutôt les machines qui doivent être bridées et contrôlées plutôt que les forces vives. En tout cas, c'est ma vision des choses, et ça a toujours été le cas. J'ai toujours raisonné comme ça. Après, d'où ça vient, pourquoi, comment, je dois être honnête, ça se limite à ça dans ma réflexion. Ok, bon, ça l'est comme ça. Et donc on en revient à Toxicode. Donc Toxicode, tu le lances avec un associé, si je ne me trompe pas. Deux autres associés, oui. Deux autres associés. Raconte-moi un peu le pourquoi du comment, parce que c'est quand même pas très courant d'être en plus sorti de fac de droit, ou du moins d'être dans la fac de droit. Puis tu lances une boîte dans le dev de logiciels. Ouais, effectivement, dans la R&D. Alors à la base, en plus, c'était même pas forcément ce secteur-là quand on l'a lancé. Alors pourquoi quelque part, j'ai envie de répondre aussi pourquoi pas. Elle est facile, mais voilà. C'est une raison. Il faut la lancer. Il fallait le dire. Voilà, maintenant c'est dit. Mais également pour tout un tas de raisons. La première raison, elle est que, pour la petite histoire, moi, de Toxicode, j'étais en résidence universitaire, et c'était en 2008, autour de 2008-2009. Et à l'époque, il n'y avait pas de connexion Internet dans les résidences universitaires. Ça peut paraître complètement archaïque, hein, c'était pas si vieux que ça. Pas de connexion Internet, et les connexions 4G, 5G, 3G étaient au enfin 3G c'était au tout début. Quand on avait 3G, oui. Ah oui, quand on avait de l'Edge, on était déjà
on était déjà bien content. Donc à l'époque, il n'y avait pas Internet. Et il n'était pas possible, en tant qu'étudiant, d'installer des box dans son logement, puisqu'on est considéré comme allocataire quand on est étudiant dans une résidence universitaire et pas locataire. Et donc, ça ne donne pas les mêmes droits. Donc, gentiment, j'ai sollicité le Crous à multiples reprises pour savoir quand est-ce que nous pourrions avoir Internet, sachant que la fac de droit nous demandait de rendre des devoirs par Internet. Donc, il y avait une petite incohérence. Et que les salles informatiques au sous-sol de la fac de droit n'étaient pas l'endroit le plus plaisant pour travailler des heures et des heures. Oh, bah une pièce sans fenêtre, où il fait un peu frais, je vois pas de quoi tu te plains. Avec des Windows 95. Ah oui. Non, j'exagère. Peut-être il y avait je pense que c'était XP à l'époque. Je saurais pas dire, mais franchement, oui. Bon, on va dire XP pour être gentil. Il y avait un petit côté. La modernité ne respirait pas dans ce bel établissement qu'est la faculté de droit de Rennes. Mais, en tout cas sur la partie informatique. Mais au fur et à mesure des mois, ils ont installé des bornes Wi-Fi par un opérateur qui était une filiale, qui est toujours, je n'en sais rien, de Bolloré Télécom. Et sur ces bornes Wi-Fi, en fait, il y avait un forum qui était développé pour tous les étudiants de France pour pouvoir échanger. Et donc, je me souviendrai toujours, la directrice de ma cité U était venue frapper à ma porte en disant « Bonjour monsieur Amigouette, vous allez être content, il y a enfin Internet qui est en train d'être arrivé. » Elle m'apporte le petit prospectus, j'étais effectivement très content. Et je regarde ma consommation, enfin je regarde les forfaits qu'ils proposaient. Et le forfait proposé était à 20 € par mois. C'était honnête, franchement honnête, pour une connexion Internet illimitée en temps, mais illimitée en gigas. Illimitée en gigas à 3 gigas. Pas mal pour l'époque. Bon, on pourrait se dire c'est pas mal. Moi j'ai regardé ma consommation que je faisais à l'époque chez ma mère avec Orange et j'étais à 1000 gigas par mois. Un peu moins sympa. Donc pas forcément très adapté pour ma consommation d'internet, sachant que j'ai beaucoup utilisé les réseaux et donc forcément en bon juriste, le synonyme qu'on pourrait utiliser en bon casse-pied, j'ai été sur le forum et j'ai commencé à argumenter sur des fondements du droit de la concurrence, d'abus de position, enfin d'infrastructure essentielle, de position dominante, etc. J'ai commencé à argumenter en disant mais c'est intolérable de mettre ce type de limite, sachant que tout autre opérateur ne met pas de limite. À l'époque, il n'y avait pas de limite en gigas sur les box en ADSL. La fibre n'existait pas. Et donc je trouvais ça profondément inadapté à un forfait de cette époque. Donc je l'ai expliqué gentiment, et puis il y a une personne qui travaillait pour Bolloré Télécom et qui est venue argumenter de son côté aussi, et nous avons eu un échange houleux. Je le fais en raccourci, mais quelques mois, années après, on s'est associés pour créer Toxicode. Voilà, c'est comme ça que moi j'ai rencontré mon associé, que je n'avais vu qu'une fois physiquement avant, parce que ils avaient fait évoluer les offres chez Bolloré. Ils ont vite fait sauter cette limite de 3 gigas, et j'avais eu l'occasion de venir découvrir les locaux à Paris, et donc je l'avais rencontré dans cette occasion-là. Okay. Et puis on avait travaillé ensemble sur ce forum-là pour mettre en place un système d'automodération ou de modération. On était tous les deux très férus des questions communautaires et d'autogestion, d'automodération. Okay. Je pense qu'on avait mis en place des mécanismes qui étaient plutôt bons, et en réalité, quand on raisonne, ces mécanismes de modération technique, mais également basés sur une équipe humaine de modération, une modération par les utilisateurs, c'est comme ça qu'on avait envisagé les choses,
c'est aussi ma vision, en règle générale, d'une entreprise. C'est de laisser beaucoup d'autonomie, c'est de permettre l'autorégulation. Et donc je l'avais déjà techniquement à cette époque-là, avec Pierre, qui est un de mes associés sur Toxicode. Et c'est comme ça qu'on a commencé à lancer en fait une espèce de laboratoire. Le slogan, c'est le laboratoire du web communautaire. Donc on travaille sur la partie communautaire, en développement des jeux, en développement, voilà. Et puis avec le temps, effectivement, on a vu qu'il y avait un vrai besoin en outils pour apprendre le code informatique, et c'est comme ça qu'on a évolué vers le développement de ce type d'outils, sachant que Pierre étant brillant développeur, pédagogue aussi. C'est deux éléments plutôt rares dans ce métier-là. Avait la capacité de créer des très beaux outils. Voilà. Des outils qui sont encore aujourd'hui disponibles. Qui sont disponibles et qui évoluent en fait en permanence. L'aventure Toxicode, n'est pas finie aujourd'hui, même si aujourd'hui on en parle un peu, je ne vais pas dire au passé, mais si on... moi je ne suis plus opérationnel en fait, dans Toxicode. C'est ça, ouais. Je suis un associé passif, j'interviens ponctuellement quand on me sollicite. Sur des questions stratégiques, éventuellement juridiques, des choses, des questions d'associés, mais je ne suis plus du tout opérationnel, je n'ai plus de rôle opérationnel dedans. Je suis opérationnel uniquement sur Insaniam, qui est déjà pas mal. Ouais. Et tu amènes Insaniam, comme je disais, comme tu l'expliquais et comme tu le présentais, Toxicode a été la première société. La question, tu t'en doutes, qui va arriver, c'est pourquoi Insaniam et pourquoi lâcher, ne plus être opérationnel au sein de Toxicode et partir sur une nouvelle aventure qui est Insaniam. Ouais, les raisons sont multiples. Moi, à la base, je voulais être avocat. Et c'est compliqué d'être avocat et de faire d'être impliqué dans des sociétés commerciales. Je m'étais dit, c'est ce que j'avais dit déjà à Pierre depuis le début, je fais ça comme pour m'amuser, entre guillemets, Toxicode, et puis je m'inscris ça s'appelle l'IEJ, c'est une année pour préparer l'entrée à l'examen d'entrée à l'école d'avocat. Et donc en fait, je me suis inscrit à l'IEJ. J'avais l'intention d'être avocat depuis ma tendre enfance, et puis avec Malou, qui est mon associé dans Insaniam, qui lui est très discret pour le coup et non opérationnel, on s'est dit on pourrait peut-être faire du conseil, et puis on avait le goût de l'entrepreneuriat tous les deux, puis quand on commence à prendre ce virus là, et on se dit tiens, on pourrait essayer ça, et donc au final... Je confirme. Voilà. Et donc au final, on se retrouvait avec des personnes qui, en tout cas moi, qui me posaient des questions à la fois numériques, parce qu'ils savaient que j'avais cette fibre agile, cette fibre issue du numérique, et en même temps, ils recherchaient une rigueur, la rigueur que j'avais dans ma formation juridique. Donc ce mélange-là, j'ai essayé de l'apporter dans du conseil stratégique à la base. Et c'est comme ça qu'on se dit, on n'a qu'à essayer Insaniam. Si Insaniam fonctionne et si ça rencontre son public, dans ce cas-là, on continuera. Et puis, sinon, ça aurait été une aventure amusante pendant l'IEJ. On aurait fait ça en parallèle, sachant que Malou était à l'IGR en même temps, de Rennes, et qui est un IAE, pour ceux qui ne connaissent pas. Plus orienté... comptabilité, gestion, marketing, des choses comme ça. Oui, tout à fait. Une formidable formation à Rennes. Et donc, pour revenir à ce que je disais, on s'était dit, soit on continue, soit on passe l'examen d'entrée à l'école d'avocat, et on essaye, et au final, on ne s'est pas présenté à l'examen d'entrée à l'école d'avocat, puisqu'on s'est dit que l'aventure méritait d'être vécue. On y a pris goût, en fait, tout bêtement. On y a pris goût. Et c'est assez
J'en reviens à ce que tu disais quand tu te présentais Insaniam comme une entreprise travaillant dans le digital. Mhm. Là, on voit que tu parles au début d'Insaniam, on en parlait dans une entreprise qui apportait plus du conseil en stratégie. Oui, tout à fait. Donc il y a quand même un grand pivot qui a été fait entre enfin, la vie de la société a fait que en fait, vous avez changé de métier en fait. Oui, alors on a évolué parce qu'au final, on fait toujours du conseil en stratégie. Je le fais toujours essentiellement moi. Mm. Ce qui a évolué, c'est que quand tu commences à constituer une équipe, effectivement, tu essayes de composer, c'est le cas de le dire, Ouais. avec cette équipe. Et puis, au gré des rencontres, les prestations évoluent, les choses évoluent. À la base, effectivement, je voulais pas forcément faire de web. Je voulais pas faire de web même, en fait. Et puis, au fur et à mesure des demandes, il s'est avéré qu'il était peut-être judicieux de partir là-dedans. On a essayé des projets annexes, notamment l'agence des blogueuses, des choses comme ça qu'on a tenté. On s'est entraîné sur nous-mêmes. On a fait beaucoup de choses. Insaniam, c'est effectivement du digital dans l'ADN, malgré tout. Puisque j'ai présenté dès le début, ce que les gens venaient chercher chez moi, c'est l'agilité numérique, dans tous les cas. Donc c'est du digital dans l'ADN, mais à la base, on ne faisait pas de site internet, par exemple. Ouais. Il y a plein de choses qu'on ne faisait pas au début. Enfin, moi, j'étais pas là tout au début, mais Ouais. même si j'ai vu Insaniam naître, moi, dans mon aventure entrepreneuriale qui était autre chose, mais c'est vrai qu'au début, Insaniam ne faisait pas grand-chose de ce qu'on fait aujourd'hui. Quasiment rien, en fait. Non, ce qu'on faisait, c'était uniquement du conseil. On accompagnait des dirigeants, uniquement. Mais c'était une tutu personnelle, c'est-à-dire qu'en fait, au démarrage, c'était lié aux dirigeants et aux fondateurs. Voilà. Et d'où vient cette envie de... Parce que tu aurais pu te limiter au pur conseil, dire voilà, je vous conseille de faire ça, puis aller voir telle boîte pour faire votre site, telle boîte pour faire votre vidéo, telle boîte pour faire votre dev sur mesure. Ça existe, hein, les entreprises dans ce sens, ça existe, les cabinets de conseil, donc ce qu'on appelle traditionnellement quand même des cabinets de conseil. Pourquoi vouloir toujours apporter le service que tu conseilles? Insaniam, ce n'est pas, on va commencer par donner une définition négative, ce n'est pas une entreprise qui a été pensée pour réaliser un projet. Des gens font des entreprises de projet des fois. Voilà, ils font leur projet et puis basta. C'était pas le but. Ce n'est pas non plus une entreprise de type c'est mon bébé et c'est mon projet. Enfin, c'est dedans j'y mets quelque chose où j'ai mis toutes mes tripes. C'est pas forcément ça. Et j'ai pas voulu que ce soit trop lié forcément non plus à ma personne. Ce qui est le conseil pour le coup. Ouais. Beaucoup. Et j'ai eu du mal des fois à décoller l'entreprise de la personne. Ce n'est pas non plus une entreprise parmi d'autres dans ma vie, c'est plutôt une ambition. Ok. Et une ambition qui a pour objectif de regrouper d'autres sociétés. Et donc l'objectif d'Insaniam est d'aller sur cette croissance dès le début, dans tous les cas, d'aller sur cette croissance et reflète malgré tout ce que j'impulse et une partie de ma personnalité. Et j'aime faire beaucoup de choses. Donc, c'est une entreprise qui a vocation à faire beaucoup de choses à terme, et beaucoup de choses en interne, comme beaucoup de choses par le biais de filiales. On peut très bien travailler dans d'autres secteurs demain d'activité sans aucun problème en fait, parce que l'ADN même d'Insaniam, c'est d'être métamorphe et d'être une sorte de méta-société qui viendra regrouper tout un tas d'activités. Ça, c'est l'ambition initiale qui reste aujourd'hui. Ok. Intéressant. Et comment tu vois parce que ça on commence à entrevoir je vais pas dire un schéma, mais un fil conducteur de tes expériences passées. Si on se concentre, et je reviendrai après un peu sur Insaniam, parce que cette idée de méta-société est intéressante, mais j'aimerais bien me faire plus un focus sur toi en tant qu'entrepreneur, en tant que toi dans ta vie professionnelle. Aujourd'hui, pourquoi tu te lèves tous les jours en fait? Mais alors, moi je suis un joueur. J'aime jouer. Je me lève
pour m'amuser dans ce que je fais. Et uniquement pour ça. Voilà, ma réponse elle est simple. Ok. Pourquoi je me lève? C'est parce que j'aime jouer avec les choses, avec les gens, au sens... Ça pourrait être entendu d'un point de vue un peu négatif. Oui, mais c'est entendu comme on le souhaite. Mais à la rigueur, je m'en fiche même. Mais j'aime le jeu. Ouais. Ok, c'est intéressant. D'habitude, les gens donnent des grands arguments sur ces questions-là. C'est marrant parce que c'est la première fois que j'entends une réponse aussi courte, aussi précise. Donc, et typiquement, je peux arrêter une activité parce que ça ne m'amuse pas, quelles que soient les autres raisons, juste parce que ça ne m'amuse pas, c'est la raison principale. Et je peux démarrer quelque chose parce que ça m'amuse en fait. Je l'ai vécu. Voilà. Et ça peut être rapide. C'est-à-dire que ça peut être très très rapide dans mes décisions, parce que si ça ne m'amuse pas, j'ai pas de raison de me lever le matin. Et si ça n'amuse pas non plus les gens avec qui je travaille, si on n'a pas un minimum de... C'est même pas une question de plaisir, c'est vraiment une question de jeu, c'est une question de... La vie est vraiment assez courte, si on peut pas s'amuser, à quoi ça sert? Je crois réellement à l'industrie, à cette industrie du jeu qui vient après le tertiaire. On a une industrie de service, moi je crois vraiment à cette industrie du plaisir, du jeu, une forme de vivre, d'une passion, tout ça. Et donc pour toi, en fait, ce qui te motive aujourd'hui, c'est... alors Yin Stadium, c'est ton terrain de jeu, j'ai envie de dire, d'un point de vue professionnel. C'est ton cadre. Et ton but ultime de ton jeu, c'est de construire je reviens à cette méta-société. Et tu as... je vais le dire comme ça parce que c'est souvent le retour, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec la manière dont c'est dit, mais c'est avec des... Ton but final, c'est d'avoir des ambitions démesurées. Je parle par rapport à des gens qui peuvent monter une société un peu plus traditionnelle, ou toi, ton projet de société, alors j'aimerais bien que tu l'expliques un peu ici, mais ton projet de société est juste dingue en fait. J'en sais rien, c'est toi qui le qualifie comme ça. C'est mon appréciation. C'est ton appréciation. Et je t'en laisse ce juge. Mais on va rester dans le jeu. Moi, quand j'étais petit, j'adorais jouer à Pharaon. J'adorais jouer à SimCity. J'adorais construire des trucs, avoir plein de paramètres à gérer, les jeux de stratégie et faire évoluer mon terrain de jeu. Voilà. Alors, avec ou sans les codes triches. Mais aujourd'hui, c'est plus compliqué. On évite. Des fois, on aimerait bien, mais... Voilà, je n'ai pas le Motherhood des Sims pour ceux qui ont joué et qui ont tapé beaucoup C'était ça, je crois, comme code. Je sais plus. Moi, j'ai pas joué aux Sims. C'est pas les Sims, mais Pharaon, je connais bien. Ah, Pharaon, c'était formidable. Et en fait, ces jeux-là, il n'y a pas de fin. Ouais. Et quand je te disais que mon inspiration, ce qui venait à moi, ma culture, elle était web, c'est ça, ma culture, elle est aussi un peu jeu. Ça va avec le web, tout ça. Et, ou l'informatique en règle générale, puisqu'à l'époque, ça se jouait avec des CD-ROM, voilà, des objets aujourd'hui qui servent à éloigner les oiseaux des cerisiers, mais à l'époque, on mettait ça dans des ordinateurs et ça nous permettait de jouer à des jeux. Et dans ces jeux-là, c'est des jeux qui avaient quasiment pas de fin. L'idée, c'était de faire tu avais un terrain de jeu et de le faire grandir, de le faire prospérer. Et ça, c'est amusant. Ça, je trouve ça drôle. Moi, ça m'a toujours amusé, ces jeux-là. Je suis très en accord avec ça. Moi, c'était mes jeux préférés. Donc, Et donc, en fait, je joue à ma boîte de la même façon. C'est-à-dire que j'ai mon petit terrain, j'ai mes ressources à gérer, et puis faire en sorte qu'avec ces ressources, on arrive à avoir le plus bel espace, le plus beau terrain de jeu. Voilà, c'est plutôt comme ça que je le vis. Et puis des fois, il y a des moments où il faut greffer des choses, en enlever, mais voilà, comme dans ces jeux-là. Et avec SimCity, il y avait des fois des émeutes, il y avait des fois des ouragans. Je ne sais pas s'il y avait des pandémies, mais en tout cas, je l'ai connu, comme beaucoup de gens. Et donc voilà, c'est un peu comme ça que je vis mon aventure. Dans Pharaon, je crois qu'il y avait les petites tentes. Ah si, il y avait des maladies. Il y avait des maladies. Il y avait des maladies, tu as raison. Il y avait des épidémies de maladies. Oui, dans Pharaon, il y avait des épidémies de maladies. Ouais. Et où est ta limite en termes parce que le terme de méta-société, je reviens dessus, c'est quand même très particulier.
On en parle peu, ou même pas du tout, dans le monde des entreprises, enfin, du moins dans le monde que moi je côtoie. On va parler un peu du futur. Alors, je prends un peu d'avance, mais on va parler un peu du futur. Où est-ce que tu te vois dans, enfin, toi, ta vie professionnelle, ton entreprise, parce que t'es intimement lié à Insaniam, où tu te vois dans 10, 15, 20 ans? La plupart des gens vont parler de groupes. Hein. Enfin, moi, je veux dire, Meta, les gens veulent faire des groupes. Il y a plusieurs sociétés. Bon, on est déjà un petit groupe. On a plusieurs sociétés. J'ai fait tout un tas de projections, toujours, depuis le début, et à chaque fois elles sont fausses, quelle que soit la projection. Donc, je fais pas une projection de me dire dans 10 ans, je vais être là avec une maison, un labrador, 6 employés. Enfin, voilà. Je ne suis pas dans cette logique-là de projection. Okay. Par contre, j'ai bien l'intention d'être un acteur incontournable, enfin qu'Insaniam soit un acteur incontournable dans son secteur d'activité. Donc c'est plus flou déjà ce que je vais te dire, mais c'est pas chiffré, effectivement. C'est pas chiffré parce que ça dépend de beaucoup de choses. Que si on met des chiffres, si on met aussi un plafond quelque part, et que j'ai pas envie de mettre de plafond. J'ai l'envie d'être à l'international. Ça m'amuse la différence. Les différences humaines m'amusent. Les différences de culture, les différences de langage, les différences à tout niveau m'amusent. Je trouve ça très enrichissant et drôle pour le coup. Même quand tu dois te battre avec le fisc anglais. Oui, mais en fait, on se bat pas beaucoup avec eux. Hein, non. Ça en est surprenant. Non, il y a zéro bataille, hein, en fait. Une brève discussion dans un chatbot et c'est réglé. Je caricature un peu, mais c'est qu'on n'a pas eu de gros problèmes pour l'instant, peut-être. Mais ceci étant, c'est amusant tout ça. Je reviens sur cette idée d'amusement, mais c'est amusant tout ça. Et donc, comment je vois les choses, j'espère bien qu'on va pouvoir s'amuser avec un niveau bien plus important, en fait, pour pouvoir toujours aller plus loin. Quelle sera la limite honnêtement, ce sera certainement quand j'arrêterai de respirer que j'arrêterai de m'amuser, mais ça va se limiter à ça. La limite, elle est là. Elle est temporelle, parce qu'on est tous limités dans le temps. Oui, c'est notre plus grande limite, mais... voilà, c'est la seule que je vois pour moi. Ok, c'est intéressant. Donc il n'y a pas de forme définie, t'as pas cette vision de dire, voilà, j'aurai un groupe de 1000 personnes dans 3 ans, mais tu te dis où le vent me mène, mais toujours aller de l'avant et pour t'amuser, quoi. Oui, après toujours plus haut, hein, bien sûr. Toujours plus haut, toujours plus loin. Dans Pharaon, t'avais pas envie de revenir aux civilisations ancestrales. L'objectif, c'est toujours l'innovation, la progression, une forme de croissance. Et durant ce process, parce que... Et là, je vais revenir sur la période qu'on vit actuellement, donc le temps présent, enfin, le temps légèrement passé. On sait tous les deux que pour avancer, il faut prendre des décisions. Et j'aimerais que tu me parles de ta dernière décision difficile que tu as dû prendre. Quelle est ta dernière décision difficile, j'ai envie de dire? Les décisions difficiles, c'est toujours la décision de mettre fin à un contrat de travail. Okay. Pour moi, c'est les décisions les plus difficiles. J'ai dû le faire dernièrement. C'est toujours ma décision la plus difficile. Il n'y a pas plus difficile que ça, à mes yeux. Après, il y a des gens qui le font très bien, et qui le font en gérant des actifs ou en gérant des... Voilà, c'est un chiffre en plus en moins. Moi, j'ai toujours eu du mal. Voilà. Ça a toujours été une décision compliquée pour moi, ça. Et donc, dernièrement, la plus dure, c'était celle-ci. Si je dois résumer en décision la plus difficile. Ouais. Parce que pour le coup, j'aime jouer, mais quand un contrat s'arrête, ça veut dire que quelque part, déjà, c'est un aveu d'échec, et deux, ça a des incidences qui sont au-delà du jeu, pour le coup. Là, on rigole moins. Voilà. C'est pas amusant. Ouais, c'est sûr. Notamment sur cet aspect-là où ça implique de l'humain. Et qu'est-ce qui t'amène, parce que c'est quand même le but du podcast, c'est de comprendre qu'est-ce qui t'amène à prendre ces décisions, enfin à faire des décisions tous les jours.
qu'est-ce qui t'amène à prendre cette décision à ce moment-là? Laquelle? Celle que je viens de citer ou en général? Alors, le contrat de travail, pas forcément, mais à prendre la décision difficile. Parce que souvent, la décision qui n'est pas difficile, pour moi, n'est pas source de réflexion. On ne pose pas le pour, le contre, et puis on n'avance pas. C'est souvent une décision facile de dire, je vais mettre ça, je vais faire ça. Ça semble un choix évident, voilà. Par contre, quand c'est un choix, pour moi, difficile... Il y a des choix difficiles qui sont évidents. Ouais. Il y a les choix notamment d'arrêter les contrats de travail, d'arrêter des collaborations, de se séparer de quelqu'un. Ça peut être évident, mais difficile. Oui, pas. Bien sûr. Au même titre que dans la vie perso, en fait, se séparer de quelqu'un, il peut y avoir un moment donné où c'est évident. Une femme qui se fait battre par son mari, mais qui a 3 enfants avec, et il est évident que la situation doit s'arrêter, ça reste très difficile, en fait, à mon avis, à prendre comme décision. Je n'y ai pas été confronté personnellement, mais à mon avis, c'est très difficile. Donc, c'est pas parce que c'est évident que c'est pas difficile. Ouais. À mes yeux. Mais moi, je suis une machine à prendre des décisions. Mon rôle est de prendre des décisions à longueur de temps. Et pas de peser des pour et des contre. En tout cas, mon cerveau les pèse très très vite. Puis à un moment donné, il y a un côté, on y va pas. On joue pas. Mais c'est intéressant parce que là, et c'est là où, tu vois, on n'a pas les mêmes responsabilités, notamment au sein d'Insaniam, mais c'est là où moi j'ai souvent une approche un peu différente. Où, quand on discute, souvent, je suis le premier à t'embêter, à dire oui, mais déjà voir d'abord les aspects négatifs, même si je ne suis pas le plus négatif, mais d'envisager d'abord, avant de prendre une décision, d'envisager les aspects les plus négatifs, puis de voir les aspects les plus positifs. Tu vois, moi, ça, c'est un peu ça mon processus de réflexion. Toi, tu n'as pas cette approche où tu le fais très vite, en fait, ce que tu es en train de me dire. Oui, et puis moi, je suis un optimiste dans l'âme. Et puis, il y a un truc qui est encore une fois dans l'histoire même, c'est que je pense que c'est le rôle d'un entrepreneur, d'un véritable entrepreneur, c'est de tordre les réalités. Il y a des réalités qui se posent à nous, mais un homme ou une femme de conviction est là pour les tordre, ces réalités, et de faire en sorte de passer outre. Il y a des choix qu'on aurait dû faire de manière arithmétique, de manière mathématique pure, qu'on n'a pas fait, parce que c'était pas ce qui m'amusait, c'est pas ce que je voulais, et des fois c'est passé pas loin de l'explosion, mais c'est passé parce qu'il y a cette volonté de tordre la réalité, et elle est possible, en fait. C'est une question aussi de volonté, de conviction, encore une fois. Alors, cette notion de volonté, alors là on est, je pense, tout à fait d'accord, parce que pour moi, la volonté rentre souvent en jeu, et alors, tordre la réalité, j'aurais pas été aussi extrême dans le discours, mais effectivement, c'est des notions dans lesquelles moi je suis assez croyant. Mais comment... toujours, je trouve que c'est un état d'esprit que tout le monde n'a pas, faut le reconnaître. Alors je dis pas que c'est bien ou pas bien, attention, je n'émets aucun jugement de valeur, c'est juste un constat que c'est vrai que toi tu as cette mentalité, je le constate tous les jours. Moi j'espère, ou je me dis l'avoir, mais je ne jugerai pas non plus. Qu'est-ce qui t'a amené à ça, en fait, à avoir cette conception de se dire en fait c'est comme ça, mais je ne veux pas que ce soit comme ça, je veux que ce soit autrement, donc je vais tout faire pour amener que la situation soit autrement. C'est parce que je crois pas qu'on me dit que ça peut pas se passer. J'y crois pas parce que toute ma vie on m'a dit que ça pouvait pas se passer, que les choses n'étaient pas possibles. Donc à partir de ce moment-là, quand on te dit que les choses sont pas possibles, et puis qu'au final tu te dis je vais essayer quand même, et que c'est possible, quand on te dit que c'est pas possible, tu dis ok, je vais le faire, et je vais tordre cette réalité. Alors quand je dis tordre la réalité, en fait c'est tordre la réalité des autres, parce que la réalité c'est quoi? C'est un prisme, c'est un angle de vue. Donc quand je parle de tordre des réalités, c'est tordre les visions qu'on va avoir en face de toi. On va dire non, c'est pas possible de faire ça, non, ta vision elle n'est pas applicable. Peut-être que c'est pas applicable, peut-être que c'est pas applicable en l'état, peut-être que ça nécessite des ajustements, mais néanmoins c'est ce que je crois. Et quand je crois quelque chose, je suis pas têtu, mais j'ai un sens de la détermination aiguë, et je pense qu'il faut aller au bout de ce qu'on croit. Donc ça vient de là, tout ça. Ce qui est
Ce que je peux témoigner, parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'on a souvent cette discussion où on oppose des idées. Alors, on est quand même très souvent en accord sur beaucoup de choses sur Instagram, mais il y a des fois on est en opposition. Et alors, tu m'as fait souvent changer d'avis parce que tu as amené les bons arguments, enfin les arguments qui m'ont fait changer d'avis, mais c'est arrivé dans le sens inverse. Oui. C'est là où je dois reconnaître que cette partie pas têtue, donc ne pas s'obstiner à croire en une solution alors que on t'a montré par A plus Z que c'est faux ou que c'est pas la meilleure, ça c'est, je dois le reconnaître, c'est intéressant enfin c'est vrai, moi je le constate tous les jours et c'est intéressant de le noter. Mais tu disais justement là, un tout petit peu avant, tu disais bah, par exemple tu as fait des choix qui ont amené à des situations, je ne vais pas dire des catastrophes parce que ce ne serait pas le terme, mais à des situations difficiles. C'est une question, je vais te poser la question parce que alors on la pose souvent dans des interviews comme de ce que je fais là, c'est quel est ton plus grand échec? Déjà, est-ce que tu considères avoir des échecs? Et est-ce que, si tu en as, est-ce que tu as un grand échec? J'en ai plein, des échecs. Vraiment plein. Ils sont quotidiens. Je tombe tous les jours et tous les jours je me relève. C'est pas tant la question. Des échecs, il y en a plein. Vraiment, il y en a plein. Des plus grands échecs. Les plus grands échecs, ils sont pas professionnels, ils sont personnels. Les plus grands échecs. Les plus grands échecs, c'est de ne pas avoir été là quand il fallait pour certaines personnes. C'est pas un échec. Il n'y a jamais vraiment d'échec professionnel pur en soi. Parce que rien n'est grave sur du boulot. Rien, en tout cas pas dans nos métiers. Je ne travaille pas dans la santé où j'ai des vies qui sont en jeu. Je ne travaille pas dans la sécurité, encore une fois, ou dans l'armée. Enfin, j'ai pas d'enjeux. J'ai pas d'enjeux qui sont de nature à m'empêcher de dormir et qui viendraient mettre une responsabilité tellement haute que je vivrais ça comme un échec honteux. J'ai pas ce genre d'échec professionnellement parlant. Les seuls échecs qu'on peut avoir, c'est effectivement d'avoir plutôt consacré du temps dans sa vie professionnelle, parfois, alors qu'il aurait été plus équilibré de le mettre ailleurs, ce temps-là. À la rigueur, voilà, si je vais considérer des échecs. Ok. Alors, je ne partirai pas sur les échecs personnels, parce que, la partie personnelle, parce que moi, c'est pas le sujet, et l'idée n'est pas de partir là-dedans, mais ce que je trouve intéressant dans ta réponse, c'est, parce que je pense que tu doutes que la question d'après, c'était comment tu as rebondi. Mais là, je ne vais pas te la poser, parce que, en fait, tu ne considères pas d'avoir de grands échecs, du moins dans le monde professionnel. Mais ce que je trouve par contre intéressant, et tu me dis si mon analyse est plus ou moins cohérente, c'est en fait je retrouve cette notion de jeu que on discutait là, il n'y a pas très longtemps, que comme quoi pour toi c'est Instagram, ta vie professionnelle c'est un jeu où tu te mets des challenges et tu avances. Et cette notion de gravité, parce que souvent la notion de gravité et de jeu, c'est souvent... on n'a pas de gravité dans des jeux, quoi. Et je suis pas sûr que tu appellerais... Disons que demain, tu sois avocat et que tu traites disons avocat pénaliste et que tu traites des grands dossiers et que tu gères des gens qui vont peut-être aller 15, 20, 30 ans, 50 ans en prison, je suis pas sûr que tu appellerais ça un jeu. Non, mais à la rigueur, dans le métier d'avocat, il y a le jeu théâtral qui est amusant. Effectivement. Il y a du jeu des fois dans le difficile. Ouais. Mais cette notion de jeu, en fait... Un avocat joue beaucoup quand tu observes des avocats en plaidoirie. C'est que ça. C'est que ça. Il y a un côté théâtral et il y a un côté jeu. Et un avocat en négociation, quand il négocie des contrats, un avocat conseil en négociation, c'est un jeu. Nous, on a eu une fois un courrier d'un avocat qui
qui faisait 200 pages d'un client mécontent. C'est que du jeu. Alors quand tu as fait une fac de droit comme nous, tu rigoles et tu te dis mais en fait il me prend pour une andouille. Mais il joue en fait, il joue en permanence. C'est un rapport de force, c'est une forme de jeu différent. Alors effectivement, quand tu dois t'occuper de personnes vulnérables parce que tu es avocat avec soit des enfants, soit avec des incapables majeurs, soit effectivement avec des personnes qui ont subi des traumatismes, c'est un peu différent. Ouais. Et le jeu est différent. Mais néanmoins, le côté rapport de force, le côté... même un fiscaliste en fait il joue avec l'administration fiscale, il va jouer, il y a une forme de jeu. Il y a une forme de jeu. Ok. Ouais, c'est intéressant. Tu peux jouer, tu peux être avocat et jouer, tu peux être un grand joueur et être avocat. Et d'ailleurs, c'est même à quel niveau en fait tu veux jouer. Est-ce que tu as envie d'être avocat et d'aller jouer jusqu'à avoir ton propre arrêt dans une cour de cassation pour aller démonter ou expliquer une loi ou faire un revirement de jurisprudence? Ça peut être un jeu d'aller jusque-là. Un jeu qui dure 10 ans, mais un jeu. Un long jeu. Oui, mais bon, voilà. Il y a un côté challengeant, je pense, là-dedans, et qui serait amusant, qui pourrait être amusant. En tout cas, moi, dans ma personnalité, c'est quelque chose qui m'amuserait, des jeux comme ça. Donc, j'aurais pu le faire. On aurait pu jouer. On peut jouer et être avocat. Mais effectivement, là, encore une fois, on en revient comme à la question du contrat de travail de tout à l'heure. La limite, elle est quand ça implique des vies humaines. C'est là où le jeu... Moi, c'est là où je considère que, si je me place dans ta perspective, que le jeu devient... Le jeu d'entreprise, pour l'avoir fait, est vachement intéressant. Monter sa boîte, gérer des problèmes, même si je n'ai pas eu tes problèmes, parce qu'on n'a pas j'avais pas la même dimension de boîte à l'époque, mais j'ai eu un aperçu et c'est marrant. Alors, pas sur le moment, mais après, quand tu réfléchis, c'est cool quand même, voilà, je fais ça. Bon. Des fois, tu as des moments de réalisation. Mais quand ça implique une vie humaine, alors une vie humaine, on s'entend, on parle pas de vie et de mort là, mais on parle de... Ça impacte une vie humaine, moi je trouve le jeu un peu moins marrant, quoi. Ouais, mais il peut exister quand même. Mais il existe. Des avocats qui vont se battre pour le droit de réfugiés politiques. Il y a un jeu d'aller quelque part, d'aller obtenir gain de cause pour ces personnes-là, dans la défense. Dans la défense, on peut jouer dans la défense. On peut jouer en défense et jouer dans la défense. Et alors, j'avais mon petit déroulé de questions, hein, tu te doutes, et du coup, je vais pas te poser la suivante. Enfin, je vais te la poser. Pas les questions en même temps. Bah ouais, mais je vais te la poser sans te la poser. Parce que je pense qu'il y a quand même peut y avoir une notion qui peut être intéressante, notamment toujours dans cette idée de jeu. Est-ce que tu estimes, et je vais la modifier, je l'ai modifiée là à l'instant, est-ce que tu estimes, la même chose que je te posais pour les échecs, est-ce que tu estimes avoir eu des succès ? Non, pas un seul. Ah ouais. Pourquoi ? Parce que ma conception du succès ou de la réussite, cette conception-là est synonyme d'achèvement. Ok. Et je ne vois pas mon activité comme quelque chose qui peut s'achever. Alors on pourrait achever des étapes, à la rigueur, mais je ne vois pas d'achèvement. Donc comme je regarde toujours 3 coups plus loin, je ne savoure pas les éventuelles réussites qui puissent exister, et je serai toujours insatisfait. Mais c'est un truc de personnalité. Ça, ouais, c'est intéressant que tu ne t'autorises même pas à apprécier, à déjà considérer que certaines étapes sont des succès pour aller encore plus loin. Même si c'est jamais assez. Donc ça peut pas être un succès. Ouais. Pourquoi pas ?
Mais c'est une conception des choses. Oui, oui, bah, moi, là, je vais être très franc, moi, je n'ai pas cette conception. Pour moi, le succès, je conçois que le succès est pour toi une étape, et je vois aussi, je pourrais l'envisager comme ça. Mais j'estime que, et je vois ça, mais tu vois, c'est pareil, comme tu dis, un trait de personnalité, que même sans être pas satisfait du succès, on peut célébrer un succès. On peut célébrer. En fait, je l'appellerai pas. Je vais pas appeler ça un succès. Il y a pas de. On peut célébrer un parcours, mais célébrer un succès, c'est pour moi une finalité. Et il n'y a pas de finalité dans mon jeu. On en revient à ce fameux jeu cohérent. Ok. Bah, je vais avoir une dernière question. Enfin, deux dernières questions. Là, si toi, de ton expérience, de ta vision, de tout ce que tu as vécu professionnellement, quel serait le conseil que tu te donnerais comme ça à quelqu'un qui te dit, sans cadre, sans rien, il te rencontre dans la rue, il te tend la main, il te fait, est-ce que vous avez un conseil pour moi sur la vie professionnelle? Alors, sans contexte, c'est quand même très compliqué d'avoir un conseil pur. Et puis, ça dépend si la personne. Ce que souhaite la personne. J'aurais du mal à donner un conseil comme ça à quelqu'un qui me tend la main dans la rue, pour être honnête. C'est le but de l'exercice. C'est le but de l'exercice, je vois bien. C'est un exercice vicieux. Je vois la malice et le jeu dans ton regard, que personne ne peut observer à cet instant T, mais il existe. Le jeu a changé de camp. Blague à part. Il existe beaucoup de conseils, mais le conseil principal que je peux donner à quelqu'un qui souhaite faire des choix professionnels, c'est de prendre une balance et de se dire, d'estimer ce que cette personne souhaite. Si cette personne souhaite du confort, de la sécurité, si cette personne-là souhaite de la visibilité et se dit le monde professionnel pour moi doit être un long fleuve tranquille, dans ce cas-là, il faut en tirer des conclusions qui sont d'aller vers telle ou telle profession, tel ou tel statut, telle ou telle entreprise. Et sinon, si la personne souhaite jouer, si la personne souhaite prendre du risque, ou si la personne peut prendre du risque, parce que moi j'ai entrepris dans une période que j'estime la plus facile pour entreprendre, quand tu n'as rien à perdre, quand tu ne risques pas de mettre en danger ni tes enfants ni ta famille, puisque quand tu es à la fac et que dans tous les cas ton job précédent était McDo, financièrement descendre plus bas c'est compliqué, donc le risque est compliqué, et dans tous les cas il y a toujours un endroit où dormir s'il se passe quelque chose, donc c'est facile quand on est étudiant. C'est pour ça que ça dépend de qui on est. Mais la question c'est de savoir où on souhaite mettre le curseur, et est-ce qu'on souhaite est-ce qu'on souhaite s'amuser professionnellement, ou alors est-ce qu'on souhaite mettre le curseur du plaisir et du jeu dans sa vie perso, et ce qu'on peut faire très bien avec un sport, avec sa famille, il y a plein de façons de s'amuser, mais c'est de choisir où mettre son curseur, c'est plutôt ça, et puis après de faire des choix qui vont avec. Super. Et ben en tout cas, merci pour le conseil. De rien, je ne sais pas si c'est un véritable conseil, mais... C'est ce que toi tu considères comme un conseil, donc après, il y aura forcément des gens qui seront en désaccord, et il y aura forcément des gens en accord, donc apprendre et à d'appliquer, comme tout conseil, toujours de ma vie entrepreneuriale, mon ancienne vie entrepreneuriale, j'avais croisé beaucoup d'entrepreneurs qui disaient, un peu plus âgés que moi, un peu plus expérimentés que moi, qui disaient, je pense que tu as eu ce conseil, quand on est entrepreneur, écoutez les conseils, mais ne les écoutez jamais. Ce qui veut tout dire pour moi. Oui, effectivement. Après, chacun doit doit tracer sa route, effectivement. Et doit prendre ce qu'il a à prendre et laisser ce qu'il estime être moins pertinent.
Eh ben, merci beaucoup Alexandre pour ce temps. Je t'en prie, merci à toi. Et puis, dis-moi où est-ce qu'on peut te retrouver, échanger avec toi, quels sont les canaux les plus faciles? Alors c'est assez simple, on tape mon nom sur Google et on choisit son canal. Super. Voilà, on trouvera, il y a les réseaux sociaux, tout un tas de solutions de me capter. Voilà. Parfait. Et ben, si vous souhaitez contacter Alexandre, n'hésitez pas. Merci. À bientôt. À bientôt. Voilà, c'est fini. J'espère que ce podcast vous a plu. Moi, j'ai adoré. J'espère qu'il vous aura permis de comprendre un peu comment mon invité réfléchit, comment il aborde les situations. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à vous abonner, à liker et à surtout le partager si vous pouvez. Merci beaucoup et à dans 2 semaines.